La flûte de champagne m'a glissé des mains, se fracassant sur le sol en marbre de la salle de bal de l'hôtel Peninsula. Exactement comme mon univers. Mais personne n'a remarqué les bris de verre. Ils étaient tous trop occupés à regarder ma femme, après 12 ans, dire oui à un autre mec. Veux-tu quitter ton mari pathétique et ennuyeux et m'épouser, avait demandé Victor Cavanaugh, un genou à terre, avec une bague qui coûtait probablement plus cher que la voiture de la plupart des gens. Et Mara, ma femme belle, ambitieuse et menteuse, a rejeté la tête en arrière et a ri avant de hurler, oui. Oh mon Dieu, oui. La foule de ses amis du milieu de la mode était en délire. Quelqu'un a sablé une autre bouteille de champagne. Drew, le photographe, était déjà en train de diffuser ça en direct sur Instagram. Carla, l'assistante de Mara, applaudissait comme un phoque savant. Moi, je suis resté là, planté dans mon costume du prêt-à-porter, tenant la première édition de Gatsby le magnifique que j'avais acheté pour l'anniversaire de Mara la semaine prochaine, le même livre où elle avait écrit « À mon amour éternel », David dans notre album de mariage. L'ironie ne m'échappait pas. Je m'appelle David Kingsley, et il y a 30 secondes, je croyais être marié et heureux. J'ai 44 ans, j'ai monté une boîte de tech depuis mon garage, et apparemment, je suis le seul dans cette salle qui ne savait pas que ma femme couchait avec son patron. David. Mara m'a repéré à travers la pièce, le visage rouge d'excitation et de culpabilité. Chérie, je peux t'expliquer. Mais je m'éloignais déjà, le livre rare toujours serré dans ma main. Derrière moi, j'ai entendu le rire tonitruant de Victor. Ne t'inquiète pas pour lui, ma chérie. Il s'en remettra. Les mecs comme ça finissent toujours par s'en remettre. Les mecs comme ça. Comme s'ils savaient quoi que ce soit des mecs comme moi. J'ai réussi à atteindre l'ascenseur avant que mon téléphone ne commence à vibrer. Puis il a commencé à sonner. Quand je suis arrivé au parking, j'avais 17 appels manqués et 43 SMS. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, et il y avait Madame Chen de notre quartier, tirée à 4 épingles. David, qu'est-ce que tu fais ici? Ce n'est pas la soirée de la boîte de Mara? Ça l'était, j'ai dit, en la dépassant. Profitez bien de la fête. Le trajet en voiture jusqu'à Evanston a duré 45 minutes dans les embouteillages du vendredi soir. 45 minutes pendant lesquelles mon téléphone a explosé de notifications. 45 minutes pour digérer le fait que ma femme venait de m'humilier publiquement devant 200 personnes. Mais voici ce que personne à cette soirée ne savait sur les mecs comme moi. Je ne suis pas juste le mari ennuyeux de Mara. Je suis l'actionnaire majoritaire de Kingsley Digital Solutions, la boîte qui gère l'infrastructure back-end pour la moitié des marques de mode à Chicago, y compris la boîte de Victor, Cavanaugh Luxury Group. Je suis aussi le genre de mec qui garde des traces détaillées de tout. Quand je me suis garé dans notre allée, j'avais déjà passé plusieurs coups de fil. Le premier était pour mon avocat, Alan Morrison, qui a répondu à la deuxième sonnerie malgré l'heure tardive. David, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air. J'ai besoin que tu déposes les papiers de séparation dès lundi matin, ai-je dit, en me garant dans notre garage. Et j'ai besoin que tu actives l'option nucléaire sur tous nos contrats commerciaux. Alan était mon ami depuis la fac de droit. Il savait exactement ce que signifiait l'option nucléaire. Putain, David, qu'est-ce qui s'est passé? Mara vient d'accepter une demande en mariage de Victor Cavanaugh en public, en direct. Silence. Alors ce fils de pute. Je ne l'ai jamais aimé. Moi non plus. C'est pour ça que j'ai intégré des clauses de sécurité dans tous les contrats qu'on a avec sa boîte. Des clauses de moralité, Alan. L'adultère annule tout. On parle de combien? J'ai ouvert ma porte d'entrée, entrant dans la maison que j'avais achetée pour Mara il y a 5 ans. La maison où elle prévoyait de me quitter pendant que je payais toutes les factures. 12 millions en contrats actifs, plus les clauses pénales pour résiliation anticipée. Je me suis dirigé vers mon bureau à domicile, en ouvrant déjà des fichiers sur mon ordinateur. Mais ce n'est que le début. David, tu es sûr de ça? Une fois qu'on aura commencé. J'en suis sûr. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper. Ils veulent jouer? Jouons. Le coup de fil suivant était pour mon associé et meilleur ami, Nat Rodriguez, qui possédait 3 salles de sport dans le Northside. Nat avait été flic à Chicago pendant 15 ans avant d'ouvrir sa première salle. C'était aussi le genre d'ami qui t'aiderait à déplacer un cadavre sans poser de questions. David, comment s'est passée la soirée mondaine?
Le patron de Mara a-t-il encore essayé d'impressionner tout le monde avec sa Rolex? Nat, j'ai besoin que tu viennes tout de suite et que tu apportes une bouteille de whisky. Qu'est-ce qui s'est passé? Mara me quitte pour Victor. Elle a accepté sa demande ce soir devant tout le monde. La ligne s'est tue. Alors j'arrive dans 20 minutes. Et David, j'amène le bon whisky. En attendant Nat, j'ai fait ce que je fais le mieux. J'ai travaillé. Mes doigts ont volé sur le clavier, accédant au compte, passant en revue les contrats et mettant en œuvre des plans que j'espérais ne jamais avoir à utiliser. Vous voyez, tout le monde pensait que j'étais juste le mari discret de Mara qui travaillait avec des ordinateurs. Ils n'avaient aucune idée que j'avais monté ma boîte précisément pour qu'elle soit indispensable au marché du luxe de Chicago. Tous les sites web, tous les systèmes de paiement, toutes les bases de données clients du milieu de la mode haut de gamme de la ville passaient par mes serveurs, y compris ceux de Victor. J'ai affiché le contrat du Cavanaugh Luxury Group et j'ai souri pour la première fois de la soirée. C'était là, enfoui dans la section 47. Tout acte d'adultère ou de turpitude morale de la part des dirigeants de l'entreprise qui entraînerait une publicité négative pour les marques partenaires constituerait un motif immédiat de résiliation du contrat et d'évaluation des pénalités. Mon avocat avait insisté sur cette clause il y a 3 ans, lorsque Victor s'était fait prendre en flagrant délit avec une mondaine mariée. On ne sait jamais quand ses fils à papa vont refaire des siennes, avait dit Allen. Un homme intelligent. Mon avocat. Je terminais justement les papiers de résiliation du contrat quand des phares ont balayé les fenêtres de mon salon. Le pick-up de Nat a vrombi dans l'allée, suivi immédiatement par une autre voiture. Mon sang s'est glacé. J'ai reconnu cette Mercedes argentée. C'était la voiture de Mara. La porte d'entrée s'est ouverte d'un coup, sans qu'on frappe. Mara est entrée en titubant, toujours dans sa robe de soirée, le maquillage étalé. Elle serrait son téléphone comme s'il pouvait lui sauver la vie. David, Dieu merci, tu es là. Il y a un problème avec nos comptes. Mes cartes de crédit ne fonctionnent pas et la banque dit que... Elle s'est arrêtée, en me voyant assis calmement à mon bureau. Pourquoi tu n'es pas énervé? J'ai regardé ma femme, celle avec qui j'étais marié depuis 12 ans. Je l'ai vraiment regardée. La femme que j'avais aidé à faire ses études supérieures. La femme dont j'avais soutenu la carrière en déménageant à Chicago. La femme qui venait de m'humilier devant la moitié de l'élite de la ville. Pourquoi serais-je énervé, Mara? Tu as eu ce que tu voulais. David, tu ne comprends pas. Victor et moi, c'est compliqué. On ne voulait pas que ça arrive comme ça. Ça dure depuis combien de temps, ai-je demandé doucement. Quoi? Depuis combien de temps tu couches avec lui? Le visage de Mara a connu toute une série de transformations. Culpabilité, défi, calcul. Elle s'est arrêtée sur la manipulation ou le regard que j'avais réalisé que je voyais depuis des mois. Ce n'est pas ce que tu crois. Victor et moi avons une connexion. Il comprend mes ambitions, mes rêves. Tu t'es toujours contenté de la médiocrité. Mais je veux plus. Plus? J'ai acquiescé lentement. Plus que la maison que je t'ai achetée? Plus que la voiture que je paie? Plus que les cartes de crédit que tu utilises pour tes virées shopping. Ce n'est pas une question d'argent. Tout est une question d'argent, Mara. Tu n'as juste jamais pris la peine de savoir d'où vient le nôtre. C'est là que Nat a frappé. Je l'ai vu à travers la fenêtre, tenant une bouteille de Jameson, l'air perplexe en voyant la voiture de Mara. Tu attends quelqu'un, a demandé Mara, sa voix prenant ce ton tranchant que je détestais. Mon meilleur ami. Celui qui va m'aider à fêter ma liberté. J'ai ouvert la porte. Nat a jeté un coup d'œil à Mara et a tout compris. Tiens. Si ce n'est pas la future mariée tout émue. Nat a posé le whisky sur le comptoir et a croisé les bras. J'ai entendu dire que tu avais fait le spectacle ce soir. Ce ne sont pas tes affaires, Nat, a rétorqué Mara. Si, en fait, ça l'est. Tu vois, David, c'est mon ami. On se connaît depuis 20 ans. Et les amis ne laissent pas leurs amis se faire avoir par des femmes infidèles. Mara s'est retournée vers moi, son visage s'adoucissant pour prendre une expression que je pensais autrefois être une émotion sincère. Maintenant, je voyais ce que c'était vraiment. De la manipulation bien rodée. David, s'il te plaît, est-ce qu'on peut parler en privé? Je peux tout expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Tu as fait ton choix devant 200 personnes. Je ne fais que faire le mien. Quel choix?
De quoi tu parles? J'ai pris mon téléphone et je lui ai montré l'écran. Je parle des 12 millions de dollars de contrat que je viens de résilier avec Cavanaugh Luxury Group. Je parle des pénalités qui vont ruiner la société de Victor d'ici lundi matin. Je parle du fait que, depuis 30 minutes, tu n'as plus de travail, plus de revenus et plus d'accès à aucun de mes comptes. Mara a fixé le téléphone, puis moi. Tu ne peux pas faire ça. Ce sont des contrats commerciaux. Tu ne peux pas les annuler à cause de problèmes personnels. Clause d'adultère ai-je terminé. Ton petit ami l'a signé il y a 3 ans. Il n'a probablement jamais lu les petits caractères. La couleur a quitté le visage de Mara. David, tu es ridicule. C'est juste de la vengeance. Non, c'est de la justice. Il y a une différence. C'est alors que des portières de voiture ont claqué à l'extérieur. Victor Cavanaugh lui-même est apparu à ma porte avec 2 types que je ne connaissais pas. Des gros bras en costume coûteux. Nat a regardé par la fenêtre et a souri. Oh, ça va être marrant. Victor n'a pas frappé. Il a juste ouvert ma porte d'entrée comme si c'était chez lui et est entré dans mon salon, ses 2 gorilles sur ses flancs. Dans son costume à 1000 $ et ses chaussures italiennes, il ressemblait exactement à ce qu'il était, un riche habitué à obtenir ce qu'il veut par l'intimidation. David. Sa voix avait cette arrogance particulière qui vient de la richesse héritée. Je crois qu'il faut qu'on ait une conversation, Victor. Je suis resté assis à mon bureau, les mains sagement croisées. Je crois qu'il faut que je vous fasse arrêter pour cambriolage. Doucement, doucement, restons civilisés. Il fit un geste vers ses acolytes. Voici mes associés, Monsieur Thompson et Monsieur Blake. Ils s'occupent de la sécurité de ma société. Nat s'avança. Je voyais bien le flic en lui qui évaluait la situation. C'est curieux, on dirait plutôt le genre de type qui brise des rotules pour gagner leur vie. Nat, dis-je calmement, pourquoi tu n'appellerais pas ton ami, l'inspecteur Morrison? Dis-lui qu'on a de la visite qui semble confondre les lois de la propriété. Victor leva la main. Ce ne sera pas nécessaire. Je suis ici pour discuter affaires avec mon futur beau-frère. Futur ex-beau-frère, ai-je corrigé. Et nous n'avons rien à discuter. J'ai résilié nos contrats il y a 1 heure. À propos de ça. Victor se rapprocha de mon bureau, ses associés à sa suite. Je crois que vous avez agi avec précipitation. Les décisions émotionnelles fonctionnent rarement bien dans le monde des affaires. C'est une menace. C'est un conseil d'homme d'affaires à homme d'affaires. Mara était restée silencieuse, mais elle se déplaça maintenant pour se tenir aux côtés de Victor. Le symbole ne m'échappait pas. Elle avait littéralement choisi son camp. David, s'il te plaît, dit-elle. La société de Victor emploie 300 personnes. Tu ne peux pas détruire tous ces emplois parce que tu es en colère contre moi. Je ne détruis rien. J'exerce simplement mon droit légal de résilier des contrats avec une société dont le dirigeant a commis un adultère avec ma femme. Tout est très clairement stipulé dans les clauses de moralité. La contenance de Victor se fissura légèrement. Clause de moralité? Quoi, vous êtes un genre de fanatique religieux? Non, je suis le genre d'homme d'affaires qui prévoit les imprévus. Le genre qui lit les contrats avant de les signer. Le genre qui ne laisse pas sa queue prendre les décisions à la place de son cerveau. Monsieur Thompson s'avança. Je crois que vous devriez surveiller votre ton. C'est à ce moment-là que Nat se plaça entre nous. Avec son 1m90 et ses 100 kilos de muscles, mon ami formait une barrière impressionnante. Et moi, je crois que vous devriez vous casser avant que je vous y aide. Messieurs, dit Victor d'une voix suave. Ne nous emballons pas. David, je suis prêt à vous faire une vraie offre. Dites-moi le prix pour remettre ces contrats en place. Il n'y a pas de prix. Tout le monde a un prix. Pas tout le monde. Je me suis finalement levé et j'ai contourné mon bureau. Vous voyez, Victor, vous avez fait une grosse erreur. Vous pensiez que j'étais juste le mari ennuyeux de Mara qui allait se coucher et encaisser tout ce que vous me balanciez. Vous pensiez que j'avais plus besoin de votre entreprise que vous de la mienne, hein? J'ai souri. Laissez-moi vous dire quelque chose sur le milieu de la mode de luxe à Chicago. Tous les sites web, tous les systèmes de paiement, toutes les bases de données clients des grandes marques passent par les serveurs de ma société. Cavanaugh Luxury Group? C'est peut-être 8% de mon revenu annuel. Le visage de Victor devint blanc. C'est impossible.
Nous sommes les plus importants. Vous êtes les plus bruyants. Il y a une différence. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré une feuille de calcul. Voici ma liste de clients. Neiman Marcus, Nordstrom, Saks, Barneys, et une quarantaine de boutiques plus petites. Votre société est en fait numéro 12 sur ma liste de revenus. Mara était rivée à l'écran du téléphone. David, je n'avais aucune idée que votre entreprise était si prospère. Rentable. Indispensable. J'ai rangé le téléphone. C'est parce que vous n'avez jamais pris la peine de demander. Vous pensiez juste que j'étais une sorte de demeuré de l'informatique qui avait eu de la chance. Victor était visiblement en train de reconsidérer les choses. Même ainsi, vous ne pouvez pas juste tuer un contrat commercial pour une question personnelle. Je peux. Et je l'ai fait. Mais voici le meilleur. Je n'annule pas seulement les contrats actuels. Les clauses pénales signifient que vous me devez 4 millions de dollars pour rupture de contrat anticipé. Le paiement est dû dans 30 jours. 4 millions? Mara l'a murmuré à peine audible. Plus les intérêts, plus les frais juridiques si vous essayez de contester. J'ai regardé Victor droit dans les yeux. Comment est votre trésorerie en ce moment? Parce qu'il se trouve que je sais que vous avez hypothéqué la plupart de vos actifs pour ce nouveau magasin à River North. Monsieur Thompson s'approcha à nouveau. Peut-être devrions-nous en parler dans un endroit plus discret. Nat fit craquer ses doigts. Peut-être que vous devriez fermer votre claque-merde avant que je ne le fasse pour vous. Assez. Victor claqua. David, vous faites une erreur. J'ai des relations dans cette ville. Je peux vous rendre la vie très difficile. Plus difficile que de voir ma femme me tromper avec son patron? Plus difficile que de me faire humilier devant 200 personnes? Plus difficile que de voir la femme que j'ai aimée pendant 12 ans gâcher notre mariage pour un type qui traite les femmes comme des accessoires? Mara est venue vers moi, dit Victor, sur la défensive. Elle était malheureuse. Elle se sentait piégée dans une vie ennuyeuse avec un type ennuyeux. C'est ce que vous lui avez dit? J'ai regardé Mara, qui évitait mon regard. Est-ce qu'il vous a promis le monde, ma chérie? Des vêtements de créateur? Des soirées branchées? Une vie à la hauteur de votre beauté et de votre intelligence? David, arrête. Parce que voilà ce qu'il ne vous a pas dit. Victor Cavanaugh a été marié 3 fois. Chaque femme était plus jeune et plus canonne que la précédente. Chacune pensait qu'elle était spéciale. Chacune a été remplacée dès que quelque chose de mieux s'est présenté. La mâchoire de Victor s'est crispée. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Ah bon? Sarah Hendricks, 25 ans. Mariée en 2010, divorcée en 2013 quand elle t'a chopé avec sa sœur. Jennifer Walsh, 28 ans, mariée en 2014, divorcée en 2017 quand les photos du détective privé ont fait la une des journaux à scandale. Amanda Foster, 31 ans, mariée en 2018. Divorcée l'année dernière quand elle a découvert tes histoires d'escorte. Un silence de mort est tombé dans la pièce. Mara fixait Victor, l'horreur se peignant sur son visage. Comment tu? Comment ça Victor? Archives publiques. Demande de divorce, document de justice. C'est incroyable ce qu'on trouve quand on se donne la peine de chercher. Je me suis tourné vers Mara. Félicitations, ma belle. Tu es sur le point de devenir la femme numéro 4. Je te donne 18 mois avant qu'il ne t'échange contre un modèle plus récent. Ce n'est pas. Victor m'a dit qu'il n'avait jamais ressenti ça pour personne auparavant. Victor et moi avons ri en même temps, mais pour des raisons très différentes. Il t'a dit ça? J'ai secoué la tête. Mara, il a dit exactement la même chose à Amanda Foster. J'ai les textos. Tu mens. J'ai ressorti mon téléphone et j'ai fait défiler un dossier intitulé Assurance. Tu veux que je te les lise? C'est plutôt romantique. Tu n'es pas comme les autres, Amanda. Tu me comprends. Tu vois le vrai moi derrière l'argent et le succès. Mara a arraché le téléphone de mes mains, lisant les messages, son horreur grandissant. Ce sont presque exactement les mêmes choses qu'il m'a dites. Mot pour mot. Je suppose que Victor n'est pas très créatif en matière de compliments. Rends-moi ça. Victor s'est jeté sur le téléphone, mais Nat l'a intercepté, lui saisissant le poignet et le tordant derrière son dos. Je ne crois pas, Playboy à la Gucci.
Lâche-moi. Tu sais au moins qui je suis. Ouais, a dit Nat joyeusement. T'es le crétin qui couche avec la femme de mon pote. Et maintenant, t'es le crétin qui va apprendre les bonnes manières. Nat, dis-je calmement. Lâche-le. T'es sûr? Je suis sûr. Monsieur Cavanaugh s'en allait, avec ses associés. Victor a remis son veston en place, le visage rouge de colère et de gêne. Ce n'est pas fini, David. Si, c'est fini. Vous avez 30 jours pour payer les pénalités. Après ça, je transmets le dossier au service de recouvrement et votre code de crédit devient public. Tu ne peux pas me faire ça. Je l'ai déjà fait. Les papiers ont été déposés il y a 1 heure. Victor a regardé Mara, qui fixait toujours le téléphone, sous le choc. Mara, chérie, on devrait y aller. On a des préparatifs de mariage à discuter. Mais Mara ne bougeait pas. Elle lisait message après message, voyant les mêmes phrases que Victor avait utilisées avec elle, utilisées avec au moins 3 autres femmes. Mara. La voix de Victor avait un ton nerveux. Pour la première fois, elle a levé les yeux vers lui, et j'ai vu quelque chose mourir dans ses yeux. Pas de l'amour. Je ne crois pas qu'elle l'ait jamais vraiment aimé. Mais le fantasme, le rêve d'être spécial, d'être choisi par quelqu'un de puissant et de riche. Tu as dit à Amanda Foster qu'elle était ton âme sœur, dit-elle doucement. Mara, c'était différent. Tu lui as dit que tu n'avais jamais ressenti ça pour personne auparavant. Je peux m'expliquer. Tu lui as dit qu'elle était la plus belle femme que tu aies jamais vue. Victor a regardé autour de la pièce, réalisant qu'il était piégé. Les gens disent des choses quand ils sont amoureux. L'amour. La voix de Mara devenait plus forte, plus en colère. Ce n'est pas de l'amour. C'est juste ton schéma. Trouver une femme malheureuse, lui promettre la lune. L'utiliser jusqu'à ce que tu t'ennuies, puis passer à autre chose. À la prochaine. Ce n'est pas ça. Alors pourquoi as-tu les mêmes conversations avec toutes? Pourquoi utilises-tu les mêmes phrases, fais-tu les mêmes promesses? Victor a regardé ses associés, qui étaient visiblement mal à l'aise avec la tournure des événements. On devrait discuter de ça en privé. Non. Mara m'a renvoyé le téléphone. On devrait en discuter ici même, maintenant, devant tout le monde. Tout comme tu m'as fait accepter ta demande en mariage devant tout le monde. Je dois avouer que j'appréciais ça plus que je ne devrais. Regarder Victor se tortiller était presque aussi bon que de regarder Mara réaliser qu'elle avait jeté son mariage pour un type qui la voyait comme une femme de plus. Mara, tu es contrariée. Tu ne réfléchis pas clairement. Je réfléchis plus clairement que je ne l'ai fait depuis des mois. Elle a enlevé la bague de fiançailles qu'il lui avait donnée et l'a tendue. Trouve-toi une autre femme malheureuse, Victor. J'en ai fini d'être ta dernière conquête. Victor a regardé la bague comme si c'était un serpent. Tu ne peux pas être sérieuse. Plus sérieuse, tu meurs. Mais on a des projets. Le mariage, la lune de miel. Les mêmes projets que tu avais avec Amanda, Jennifer et Sarah. Victor a fini par craquer. Espèce d'ingrate. Tu as la moindre idée de ce que je t'offrais? De ce que j'étais prêt à sacrifier pour toi. Rien, répondit Mara, simplement. Tu n'étais prêt à sacrifier rien du tout parce que c'est ce que tu fais. C'est ce que tu es. C'est là que Victor a vraiment dérapé. Il a agrippé le poignet de Mara assez fort pour laisser des marques. Tu ne t'en vas pas comme ça. Pas après tout ce que j'ai investi dans cette relation. Nat a bougé plus vite que je ne l'avais jamais vu faire. Une seconde, Victor serrait le poignet de Mara, la seconde d'après, il était le nez collé à mon parquet, le genou de Nat dans le dos. On ne touche pas à la dame, a dit Nat comme s'il discutait. Je me fous de ton fric. Monsieur Thompson et Monsieur Blake ont commencé à s'avancer, mais j'ai levé la main. Je ne ferai pas ça, ai-je dit calmement. Nat est un ancien flic de Chicago. Il sait exactement quelle quantité de force il peut utiliser avant que ça ne devienne problématique. Et j'ai des caméras de surveillance qui enregistrent tout. Les 2 hommes se sont arrêtés, l'air incertain. Bon choix, ai-je continué. Maintenant, voici ce qui va se passer. Nat va laisser Victor se relever. Victor et ses associés vont quitter ma maison. Et si l'un d'entre vous remet les pieds sur ma propriété, je vous ferai arrêter pour violation de domicile. Nat a relâché Victor, qui s'est relevé en titubant,
son costume hors de prix froissé et sale. Ce n'est pas fini, a grogné Victor. Si, c'est fini, ai-je dit. Vos contrats sont résiliés, vos pénalités sont dues dans 30 jours, et votre dernière conquête vient de vous larguer devant témoin. Je dirais qu'on en a fini. Victor a remis sa cravate en place et a regardé Mara une dernière fois. Tu commets la plus grosse erreur de ta vie. Non, a dit Mara doucement. Je l'ai déjà commise, cette erreur. C'est moi qui essaie de la réparer. Victor et ses associés sont partis sans un mot de plus, en claquant la porte derrière eux. Le silence qui a suivi était assourdissant. Après le départ de Victor, nous sommes restés tous les trois dans mon salon comme si nous avions survécu à une catastrophe, essayant de réaliser ce qui venait de se passer. Nat a ouvert la bouteille de Jameson et a versé 3 verres sans demander si quelqu'un en voulait. Bon, a-t-il dit en me tendant un verre, c'était divertissant. Mara était toujours debout là où Victor l'avait laissée, fixant la bague de fiançailles dans sa paume comme si elle ne pouvait pas croire qu'elle était réelle. Je n'arrive pas à croire que je me suis fait avoir, a-t-elle dit doucement. Je n'arrive pas à croire que j'ai été aussi stupide. Tu n'as pas été stupide, ai-je dit en prenant le whisky que Nat me tendait. Tu étais seul. C'est différent. Arrête. Mara a levé les yeux vers moi, les larmes commençant à monter. Ne sois pas gentil avec moi maintenant. Je ne le mérite pas. Non, tu ne le mérites pas. Mais ça ne veut pas dire que je vais t'achever. Nat a levé son verre. À la fin d'une époque. J'ai trinqué avec lui. Au nouveau départ. Mara n'a pas participé au toast. Elle était trop occupée à pleurer. David, je suis tellement désolé. Je sais que ça ne veut plus rien dire maintenant, mais j'ai besoin que tu saches que je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Comment voulais-tu que ça se passe? Elle a essuyé ses yeux, étalant encore plus son maquillage. Je ne sais pas. Je pensais qu'on pourrait peut-être avoir un divorce discret. Peut-être qu'on pourrait rester amis. Après que tu m'aies trompé avec ton patron? Après que tu m'aies humilié devant la moitié de la ville? Après que tu aies accepté la proposition d'un autre homme alors que tu étais encore marié à moi? Je sais comment ça se présente. Ça se présente exactement comme c'est. Tu voulais passer à un mari plus riche, et tu te fichais de qui tu blessais au passage. Mara a tressailli comme si je l'avais giflé. Ce n'est pas juste. Juste? J'ai ri, mais ce n'était pas drôle. Tu veux parler de justice? Parlons des 12 années où j'ai soutenu ta carrière. Parlons de la maison que j'ai achetée, de la voiture que je paie, des cartes de crédit que tu as explosées en virée shopping. Parlons de toutes les nuits où j'ai travaillé tard pour bâtir une entreprise qui pourrait t'offrir le style de vie que tu voulais. Je ne t'ai jamais demandé de faire tout ça. Tu n'avais pas besoin de demander. C'est ce que les maris font pour les femmes qu'ils aiment. Ils se sacrifient. Ils travaillent. Ils construisent quelque chose de plus grand qu'eux. Et je suis reconnaissante. Non, tu ne le es pas. Si tu étais reconnaissante, tu n'aurais pas passé les 6 derniers mois à fricoter avec Victor. Si tu étais si reconnaissante, tu n'aurais pas dit oui à sa demande ce soir. Nat s'est raclé la gorge. Peut-être que je devrais y aller. Reste, ai-je dit. Mara s'en va de toute façon. David, s'il te plaît, est-ce qu'on ne peut pas en parler? Est-ce qu'on ne peut pas essayer de réparer ça? J'ai regardé ma femme, ma future ex-femme, et j'ai essayé de me rappeler ce que j'avais vu en elle il y a 12 ans. Elle était belle alors, ambitieuse, pleine de rêves de conquérir le monde de la mode. J'étais un jeune entrepreneur avec plus d'idées que d'argent, travaillant 18 heures par jour pour construire quelque chose qui pourrait soutenir nos 2 rêves. En cours de route, nous avions cessé d'être des partenaires pour devenir des étrangers vivant sous le même toit. Il n'y a rien à réparer, Mara. Tu as fait ton choix. Mais j'ai changé d'avis. J'ai compris que j'avais tort. Tu t'es rendu compte que Victor se servait de moi. Ce n'est pas la même chose que de réaliser qu'on a eu tort. Elle ouvrit la bouche pour protester, puis la referma. Parce qu'on savait tous les deux que j'avais raison. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant, demanda-t-elle. Maintenant, tu fais tes bagages et tu trouves un autre endroit où loger. Mon avocat déposera les papiers du divorce lundi matin. David, c'est ma maison aussi. En fait, non. L'acte de propriété est à mon nom. L'hypothèque est à mon nom. Tout ce qu'il y a dans cette maison a été acheté avec l'argent de ma société.
Le visage de Mara devint blanc. Tu ne peux pas me jeter à la rue comme ça. Je ne te jette pas. Je te donne jusqu'à dimanche soir pour faire tes affaires et trouver un autre endroit où vivre. Où est-ce que je suis censé aller? Je n'ai pas d'argent. Ce n'est plus mon problème. David, s'il te plaît. Je sais que j'ai merdé. Mais on peut réparer ça. On peut faire une thérapie de couple. On peut? Je posai mon verre de whisky et la regardai droit dans les yeux. Tu m'aimes? La question resta suspendue dans l'air entre nous. Je la regardai passer par toute une série d'expressions. Surprise, confusion, calcul. Bien sûr que je t'aime. Tu es mon mari. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Je t'ai demandé si tu m'aimes. Pas si tu aimes la sécurité que je t'offre. Pas si tu aimes le train de vie que je t'ai offert. Tu m'aimes? Le silence dura presque une minute. C'était une réponse suffisante. Je m'en doutais, dis-je doucement. David, l'amour ne fait pas tout. On a un passé ensemble. On a une vie. On avait une vie. Au passé. Tu as décidé de la jeter par la fenêtre pour tenter ta chance avec quelque chose de mieux. Mais Victor n'est pas mieux. Tu avais raison sur son compte. C'est juste un coureur de jupons qui se sert des femmes, et maintenant tu le sais. Mais ça ne change rien au fait que tu étais prête à me quitter pour lui. Ça ne change rien au fait que tu me mens depuis des mois. Mara se remit à pleurer, mais cette fois, c'était différent. Moins de la tristesse, plus de l'apitoiement sur son sort. Je ne sais pas ce que je vais faire, dit-elle. Tu vas te débrouiller. Tu es une femme intelligente et compétente, avec une carrière réussie. Tu retomberas sur tes pieds. Quelle carrière? Tu as dit que la société de Victor était au bord de la faillite. La société de Victor pourrait faire faillite. L'industrie de la mode survivra. Il y a d'autres entreprises, d'autres emplois. Mais qu'est-ce que je vais devenir, avec mes références? Qu'est-ce qui va arriver à ma réputation? Tout le monde va être au courant pour ce soir. J'ai failli avoir pitié d'elle. J'ai failli. C'est le prix à payer quand on étale sa vie privée sur la place publique. Tu voulais que tout le monde te voie dire oui à Victor, je te l'ai dit. Maintenant, tout le monde verra ce qui se passe après. Nat finit son whisky et posa le verre. Je déteste interrompre ces émouvantes retrouvailles, mais je crois que madame devrait commencer à faire ses valises. Mara me lança un dernier regard, scrutant mon visage à la recherche d'un signe de faiblesse, d'un signe que je pourrais changer d'avis. Elle n'en trouva pas, très bien, dit-elle, sa voix se faisant dure. Mais ne crois pas que c'est fini. J'ai des droits. J'ai droit à la moitié de tout ce que tu possèdes. En fait, non. On a un contrat de mariage. Quel contrat de mariage? On ne l'a jamais signé. Je me dirigeai vers mon classeur et en sortis un dossier. On l'a signé la semaine avant notre mariage. Tu étais tellement excité à l'idée de la cérémonie que tu l'as à peine lu. Mara arracha les papiers de mes mains, les parcourant rapidement. Son visage passa du blanc au vert. Il est écrit que je n'ai droit à rien si le mariage se termine à cause d'un adultère. C'est exact. Tu as planifié ça. Tu as planifié de divorcer de moi depuis des années. J'ai prévu la possibilité que notre mariage puisse prendre fin. C'est ce que font les adultes responsables. Ils prévoient les choses qui pourraient arriver. Espèce d'ordure manipulatrice. Nat éclata de rire. Madame, vous venez de vous faire prendre en flagrant délit d'adultère et vous le traitez lui de manipulateur? Ne te mêle pas de ça, rétorqua Mara. Je ne crois pas. Tu vois, David est mon ami. Il l'est depuis 20 ans, et je n'aime pas voir des gens bien se faire avoir par des salopes égoïstes. Comment oses-tu? Comment j'ose quoi? Dire la vérité? Tu as trompé un homme bien qui t'a donné tout ce que tu voulais. Tu l'as humilié en public. Tu as jeté 12 ans de mariage pour un type qui se servait visiblement de toi. Et maintenant, tu es en colère parce qu'il y a des conséquences. Mara se tourna de nouveau vers moi, son expression désespérée. David, tu ne peux pas me faire ça. Je suis ta femme. Non, tu ne le es pas. Plus maintenant. Tu as cessé d'être ma femme au moment où tu as dit oui à Victor. Elle me fixa longuement, et je vis son esprit travailler, calculer, essayer de trouver une issue. Et si je conteste le contrat de mariage?
Et si je dis que tu m'as forcé à le signer? Alors tu perdras. Et tu devras payer les honoraires de mon avocat en plus de tout le reste. Le contrat de mariage a été signé en présence de ta sœur et de ton meilleur ami. Tu l'as signé volontairement devant plusieurs témoins, avec ton propre avocat. Les épaules de Mara s'affaissèrent. Tu as vraiment pensé à tout. Vraiment. Elle se dirigea vers l'escalier, puis s'arrêta et se retourna. Tu sais ce qui est drôle? Je m'étais vraiment persuadé que je n'étais pas heureuse avec toi. Que tu étais ennuyeux, que tu ne comprenais pas mes ambitions. Mais la vérité, c'est que je m'ennuyais juste à être sage. Et maintenant? Maintenant, je me souviens pourquoi je suis tombée amoureuse de toi au début. Tu es la personne la plus intelligente dans n'importe quelle pièce, mais tu ne fais jamais sentir les autres idiots. Tu as du succès, mais tu n'as pas besoin de t'en vanter. Tu es loyal, honnête et gentil. Dommage que tu aies oublié tout ça avant de commencer à coucher avec ton patron. Mara grimaça. Je le mérite. Tu mérites bien plus que ça. Elle hocha la tête et monta à l'étage pour faire ses valises. Nat et moi l'écoutions s'agiter dans la chambre, ouvrir les tiroirs, sortir les vêtements du placard. Ça va? Demanda Nat. Ça va mieux que bien. Pour la première fois depuis des mois, j'ai l'impression d'être moi-même à nouveau. Elle a raison sur un point. Tu avais pensé à tout. Ce contrat de mariage était génial. L'idée de mon avocat. Il disait que j'étais trop confiant, que je devais me protéger. Un avocat intelligent. Le plus intelligent. Il va adorer lundi matin. Nous restâmes un moment dans un silence confortable, sirotant du whisky et écoutant Mara emballer sa vie dans des valises. Il était presque minuit quand elle redescendit, traînant de grandes valises et portant une housse à vêtements. Je reviendrai demain pour le reste de mes affaires, dit-elle. Pas de problème. Je serai là. Elle s'arrêta à la porte. David? Ouais. Je suis vraiment désolé. Je sais que ça ne change rien, mais j'avais besoin que tu le saches. Je sais que tu le es. Mais désolé ne répare pas 12 ans de mariage. Désolé n'efface pas ce soir. Je sais. Elle partit sans un mot de plus, et je la regardai par la fenêtre charger ses valises dans sa Mercedes et s'éloigner. Bon, dit Nat. C'est ça. C'est ça. Tu veux en parler? Pas vraiment. J'ai envie de boire ce whisky et de voir ce qu'on va faire ensuite. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Je souris pour la deuxième fois de la soirée. La vengeance. Une vengeance douce, légale, financièrement dévastatrice. Ça me plaît bien. Tu vas adorer la réalité. Le lundi matin arriva avec un temps anormalement chaud et un téléphone qui n'arrêtait pas de sonner depuis 6 heures du matin. J'ai laissé la plupart des appels aller à la messagerie vocale, mais j'ai répondu quand Alan Morrison a appelé à 7h30. David, dis-moi que tu n'as pas de remords. Aucun remords. Dépose tout, y compris les résiliations des contrats commerciaux. Surtout celle-là. Combien de temps avant que Victor ne ressente l'impact? Son service comptabilité fournisseur devrait recevoir les notifications ce matin. Ses avocats appelleront probablement avant midi en menaçant de poursuivre pour rupture de contrat. Qu'ils menacent. Nous avons la documentation pour tout. Et Mara? Des nouvelles? Je regardais autour de moi ma maison vide. Elle était revenue dimanche après-midi pour récupérer d'autres de ses affaires, mais nous nous étions à peine parlé. Elle avait l'air fatiguée. Vieillie en quelque sorte, comme si les événements de vendredi soir lui avaient fait prendre 5 ans et 3 jours. Elle loge chez sa sœur à Lincoln Park. Son avocat va probablement t'appeler cette semaine. Laisse-moi deviner. Elle veut contester le contrat de mariage. Probablement. Elle a une chance de gagner? Allen rit. Aucune chance au monde. Ce contrat de mariage est à toute épreuve. Je m'en suis assuré. Après avoir raccroché avec Alan, je suis allé à mon bureau dans le LOP. Kinsley Digital Solutions occupait 2 étages d'un entrepôt rénové, et pour la première fois depuis des mois, j'étais en fait impatient d'aller travailler. Mon assistante, Jennifer Walsh, m'attendait avec du café et une pile de messages. Matinée chargée, demandai-je. C'est le moins qu'on puisse dire. Victor Cavanaugh a appelé 6 fois. Son avocat a appelé 4 fois. Quelqu'un du Chicago Tribune a appelé 2 fois, demandant un commentaire sur la situation. Quelle situation?
Jennifer me tendit sa tablette, qui affichait un blog de potins appelé Chicago Social Scene. Le titre disait « La demande en mariage du magnate de la mode devient virale, mais pas pour les bonnes raisons ». Sous le titre, il y avait une vidéo qui avait été vue plus de 50 000 fois. C'était le direct de Drew de vendredi soir, montrant la demande en mariage de Victor et l'acceptation de Mara. Mais quelqu'un avait ajouté des commentaires, soulignant que Mara était toujours mariée à quelqu'un d'autre. Putain, murmurai-je, parcourant les commentaires. Comment c'est sorti? Apparemment, quelqu'un à la fête t'a reconnu et a fait quelques recherches. Ils ont trouvé votre acte de mariage, des documents publics montrant que tu es propriétaire de cette entreprise, et ont fait le rapprochement. Les commentaires étaient brutaux. Les gens traitaient Mara de chercheuse d'or, Victor de briseur de ménage, et moi de tout, du cocu au sein, selon leur point de vue. Il y a plus, dit Jennifer, ouvrant un autre onglet. Quelqu'un a divulgué les documents de divorce de Victor. Les trois, et ses états financiers du règlement avec Amanda Foster. J'ai parcouru les documents avec une stupéfaction grandissante. La fortune de Victor était bien inférieure à ce qu'il avait laissé croire. Le divorce d'Amanda Foster lui avait coûté près de 20 millions de dollars, et son entreprise était endettée jusqu'au cou. Comment quelqu'un a-t-il pu avoir accès à des documents judiciaires scellés? Jennifer haussa les épaules. L'argent parle. Ou peut-être qu'une de ses ex-femmes a décidé de se venger. Mon téléphone vibra avec un texto de Nat. Mais la chaîne 7, vite. J'attrapai la télécommande et zappai sur l'émission matinale locale. La présentatrice interviewait Amanda Foster, la dernière ex-femme de Victor, habillée en créateur et fraîchement sortie d'un salon de beauté. Tellement prévisible, disait Amanda. Victor a un schéma. Il trouve des femmes mariées et malheureuses, leur promet monts et merveilles, les utilise pour booster son propre ego, puis les largue quand il s'ennuie. Je plains Madame Kingsley. Elle n'a aucune idée de ce dans quoi elle s'est embarquée. Mais, selon certaines informations, Madame Kingsley aurait déjà rompu ses fiançailles avec Monsieur Cavanaugh, dit la présentatrice. Amanda sourit. Une femme intelligente. Il m'a fallu 2 ans pour comprendre ce qu'elle a pigé en un week-end. Pouvez-vous nous parler des affaires de Monsieur Cavanaugh? Disons que sa moralité dans les affaires et dans sa vie privée, c'est à peu près la même chose. Des promesses qu'il ne peut pas tenir, il dépense de l'argent qu'il n'a pas, et il compte toujours sur quelqu'un d'autre pour nettoyer les dégâts. Je coupais le son de la télé et regardais Jennifer. Elle souriait d'une oreille à l'autre. Victor passe une mauvaise matinée, je suppose, dit-elle. Tu as tout deviné. C'est à ce moment-là que la porte de mon bureau s'ouvrit en fracas. Victor entra en trombe, on aurait dit qu'il n'avait pas dormi depuis 3 jours. Ses cheveux, d'habitude impeccables? En bataille. Son costume hors de prix? Froissé. Des cernes sous les yeux. Espèce d'enfoiré, grognatait-il, ignorant Jennifer. C'est toi qui as fait ça. Tu as tout manigancé. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles, dis-je, calmement. Je fis un signe à Jennifer pour qu'elle reste où elle était. Mais tu devrais baisser d'un ton. Il y a d'autres personnes qui travaillent dans ce bâtiment. Ne fais pas l'innocent avec moi. Les papiers du divorce qui ont fuité, les blogs de potins, l'interview d'Amanda Foster. Tes empreintes sont partout. J'ai passé le week-end à la maison à boire du whisky et à regarder Netflix. Si ton linge sale est étalé au grand jour, c'est de ta faute. Tu aurais peut-être dû y penser avant de décider de nous humilier, ma femme et moi, à la soirée de ton entreprise. Vous humilier? J'offrais à cette femme une vie meilleure. Toi, tu lui as sorti la même rengaine que tu as utilisée avec, Jean, 3 autres femmes. J'imagine qu'elle n'est pas aussi stupide que tu le pensais. Victor s'approcha de mon bureau, le visage rouge. Tu te crois si malin, hein? Tu crois que tu as gagné. Je crois que j'ai protégé mes intérêts. Il y a une différence. Tes intérêts? Tu as détruit mon entreprise. Ces résiliations de contrats vont me ruiner. Pas mon problème. Tu as signé des contrats avec des clauses de moralité. Tu les as enfreintes. Conséquences. Conséquences? Tu veux parler de conséquences? Victor sortit son téléphone et me colla l'écran sous le nez. Le cours de mes actions a chuté de 40% depuis ce matin. Mon conseil d'administration veut que je démissionne. 3 investisseurs majeurs ont retiré leurs fonds, dis-je.
On dirait que le marché réagit à ce qu'il apprend sur ton caractère et tes affaires. Tout ça, c'est de ta faute. Je me levai, contournai le bureau et m'arrêtai à quelques mètres de Victor. Non, tout ça, c'est à cause de toi. C'est toi qui as choisi d'avoir une liaison avec une femme mariée. C'est toi qui as choisi de la demander en mariage en public. C'est toi qui as choisi d'humilier son mari devant 200 personnes. Tu as fait ces choix, Victor. Je ne fais que subir les conséquences. Je vais te traîner en justice et te ruiner. Pour quel motif? Rupture de contrat. Tes avocats ont déjà examiné les clauses de résiliation. Imparable. Diffamation? Je n'ai pas dit un mot à la presse. Interférence intentionnelle avec des relations commerciales. Bonne chance pour le prouver. Victor me fixa, essayant de trouver un angle d'attaque, quelque chose qui lui donnerait un avantage. Et Mara? C'est ta femme. Tu ne peux pas juste l'abandonner. Mara a fait son choix. C'est une femme adulte avec un diplôme universitaire, 12 ans d'expérience dans la mode. Elle s'en sortira. Elle est fauchée. Ses cartes de crédit sont au maximum. Pas d'économie. Comment tu connais l'état de ses cartes de crédit? Le visage de Victor redevint rouge. Elle me l'a dit. Elle te l'a dit? Ou tu as fait fouiller dans ses finances avant de décider de la courtiser? Parce que ça serait intéressant. Je n'ai pas. Tu as ciblé ma femme parce que tu pensais que j'étais blindé? Tu l'as vu comme un moyen d'entrer dans mon entreprise. Tu es parano. Vraiment? Parce que, de là où je suis, on dirait que tu as regardé ma femme, que tu as découvert qu'elle était mariée au propriétaire d'une entreprise de technologie florissante, et que tu t'es dit qu'elle pourrait être utile, tant personnellement que pour les affaires. Le silence de Victor en disait long. C'est bien ce que je pensais, dis-je. Donc, non seulement tu es un séducteur en série, mais tu es aussi un profiteur. Très classe. Tu ne peux rien prouver de tout ça. Je n'en ai pas besoin. Le tribunal de l'opinion publique a déjà rendu son verdict. Le téléphone de Victor vibra. Il y jeta un coup d'œil. Ce qu'il vit le fit pâlir davantage. Un problème, demandai-je. Mon conseil d'administration vient de convoquer une réunion d'urgence pour cet après-midi. Ça ne sent pas bon. Ils vont me virer. 30 ans à construire cette entreprise, et ils vont me foutre à la porte à cause de ragots et de conneries sur les réseaux sociaux. Non, ils vont te virer parce que tu es devenu un boulet. Tes frasques personnelles nuisent à la réputation de l'entreprise, au cours de l'action. Mauvais pour le business. Victor me regarda, avec peut-être du désespoir dans les yeux. David, on peut arranger ça. Je paierai les pénalités. Je signerai de nouveaux contrats. Je ferai même des excuses publiques pour ce qui s'est passé vendredi soir. Trop tard pour ça. Il n'est jamais trop tard. Tout le monde mérite une seconde chance. Tu as déjà eu 4 secondes chances. 4 femmes, Victor. 4 femmes qui ont cru à tes mensonges, qui t'ont confié leur cœur. Tu as vu le résultat pour elles? C'est différent, cette fois. Non, ce n'est pas différent. C'est exactement la même chose. La seule différence, c'est que cette fois, il y a des conséquences. Le téléphone de Victor vibra de nouveau. Il le regarda, jura entre ses dents. Faut que j'y aille, dit-il. Mais ce n'est pas fini. Si, c'est fini. Et Victor, ne reviens plus jamais à mon bureau. La prochaine fois, je demanderai à la sécurité de te jeter dehors. Après le départ de Victor, Jennifer et moi restâmes assis, silencieux pendant 1 minute. Eh bien, dit-elle enfin, c'était intense. C'était justice. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je marchais jusqu'à la fenêtre, regardais la skyline de Chicago. Quelque part là-bas, Victor se démène pour sauver une entreprise qui est probablement déjà foutue. Quelque part là-bas, Mara essaie de comprendre comment reconstruire une vie qu'elle a gâchée pour un fantasme. Et ici, j'étais libre pour la première fois depuis des années. Maintenant, on se remet au travail, dis-je. On a une entreprise à faire tourner. Mais même en le disant, je savais que ce n'était pas fini. Victor était désespéré, et les types désespérés font des trucs dingues. Mara était fauchée et se sentait comme une merde, et elle m'en voulait. Ce n'était que le début. 3 semaines plus tard, je commençais à penser que j'étais tiré d'affaire.
L'entreprise de Victor avait fait faillite, comme je l'avais prévu, et il avait dû vendre son manoir pour rembourser tout le monde. Mara avait trouvé un boulot dans une petite boîte de mode, gagnant à peu près la moitié de ce qu'elle touchait chez Kavanagh Luxury Group, mais au moins elle travaillait. Je déjeunais au Gibson S Bar Steakhouse quand je les ai vus de l'autre côté de la salle. Mara, Victor, et 3 personnes que je ne connaissais pas étaient tous regroupés autour d'une table dans un coin, comme s'ils complotaient quelque chose d'important. Mon téléphone vibra. C'était un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Regarde derrière toi. Je me suis retourné et j'ai vu Nat assis au bar, buvant une bière et observant la même table que moi. Partners de déjeuner intéressant qu'à ton ex, dit-il quand je suis allé m'asseoir avec lui. Tu sais qui sont les autres personnes? La femme est Patricia Hendricks, la première ex-femme de Victor. Les 2 types sont ses avocats. Comment tu sais tout ça? Nat sourit. J'ai peut-être un peu enquêté depuis que j'ai quitté la police. Patricia m'a engagé pour surveiller Victor. Pourquoi? Parce qu'il cache de l'argent aux gens à qui il doit de l'argent. De l'argent qui aurait dû lui revenir pour la pension alimentaire et la garde des enfants. Elle veut s'assurer qu'il ne s'enfuit pas avec ce qui lui reste. Je regardais de nouveau la table, en faisant plus attention. Victor était celui qui parlait le plus, gesticulant tandis que les avocats notaient des choses. Mara avait l'air mal à l'aise, comme si elle ne savait pas dans quoi elle s'était embarquée. À ton avis, qu'est-ce qu'il manigance? Demandai-je. Si je devais deviner? Ils vont essayer de prouver que la faillite de Victor est une arnaque. Qu'il a transféré de l'argent dans de fausses sociétés ou à l'étranger avant de déposer le bilan. C'est vrai? Probablement. Les types comme Victor ont toujours un plan de secours. Qu'est-ce que Mara vient faire là-dedans? Nat finit sa bière et en commanda une autre. Peut-être rien. Peut-être que tout dépend de ce qu'elle savait de ce qu'il faisait. C'est alors que Patricia Hendricks leva les yeux et me vit au bar. Elle dit quelque chose à Victor, qui se retourna et me vit les observer. Son visage changea plusieurs fois. Surprise, colère, puis il se mit à réfléchir. Il se leva et vint vers nous. David, quelle surprise. Vraiment? Bien sûr. On déjeune juste, on parle affaires. Quel genre d'affaires? Victor sourit, mais ce n'était pas sincère. Le genre qui pourrait t'intéresser. Patricia a des choses intéressantes à raconter sur ton ex-femme. Comme quoi? Comme le fait que Mara était au courant de mes problèmes d'argent bien avant notre liaison. Elle m'a même donné quelques idées sur la façon de protéger mes actifs. Je regardais Nat, qui s'intéressait soudainement beaucoup à ce qui se passait. Tu es en train de dire que Mara t'a aidé à cacher de l'argent aux gens à qui tu devais de l'argent? Je dis que ton ex-femme est beaucoup plus intelligente que tu ne le pensais et beaucoup plus calculatrice. Pourquoi tu me racontes ça? Parce que je crois qu'on peut s'aider. Toi, tu veux te venger de Mara pour avoir bousillé ton mariage. Moi, je veux éviter les ennuis avec cette histoire de faillite. Patricia veut sa pension alimentaire. On a tous quelque chose dont les autres ont besoin. Je me suis levé et me suis approché de Victor, assez près pour que lui seul m'entende. J'ai pas besoin de ton aide pour me venger de Mara. C'est déjà fait. Elle est fauchée, sans boulot, et tout le monde sait ce qu'elle a fait. C'est suffisant pour toi. C'est ça? Parce que moi, j'ai des papiers qui prouvent qu'elle comptait te quitter bien avant notre aventure. J'ai des emails où elle explique comment tirer le maximum d'argent du divorce. J'ai des enregistrements où elle se marre de voir à quel point t'es con et naïf. J'ai senti un froid dans mon estomac. Tu mens. Ah bon? Pourquoi tu ne lui demandes pas à elle directement? Victor a pointé du doigt la table où Mara nous fixait, l'air inquiet. Vas-y, a-t-il ajouté. Demande-lui quand elle a contacté les avocats de Patricia pour la première fois. Demande-lui pourquoi elle potassait le droit du divorce de l'Illinois 6 mois avant notre liaison. Demande-lui qui était le détective privé qu'elle a engagé pour savoir ce que tu possédais. Je suis retourné à leur table, Nat juste derrière moi. Mara a levé les yeux vers moi, et j'ai cru voir de la peur dans son regard. Bonjour, Mara. David. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Apparemment, non. Je me suis assis en face d'elle, en ignorant les avocats. Victor me dit que tu prépares notre divorce depuis un bon moment. Le visage de Mara a blêmi. Ce n'est pas. C'est compliqué. Simplifie-moi ça. Elle a regardé Victor,
qui a acquiescé comme pour lui dire de continuer. Je ne préparais rien, a-t-elle fini par dire. Je regardais juste mes options. Tes options? David, j'étais malheureuse. On le sait tous les deux. J'essayais de voir si on pouvait arranger les choses ou s'il valait mieux qu'on se sépare, en engageant un détective privé pour savoir ce que tu possédais. J'avais besoin de savoir ce qu'on avait vraiment. Tu ne m'as jamais rien dit sur ton entreprise. Parce que tu ne m'as jamais rien demandé. À chaque fois que j'essayais d'en parler, tu changeais de sujet ou tu trouvais autre chose à faire. Je t'ai posé des questions des tas de fois. Tu as demandé combien on avait d'argent. Tu n'as jamais demandé comment marchait l'entreprise, qui étaient nos clients, quels étaient nos problèmes. Tu me traitais comme un distributeur automatique, pas comme un associé. Patricia Hendricks s'est éclairci la gorge. Monsieur Kingsley, peut-être devrions-nous parler de ça ailleurs. Non, ai-je répondu, sans quitter Mara des yeux. On va en parler ici, maintenant, pendant combien de temps, Mara? Pendant combien de temps as-tu prévu de me quitter? Mara a regardé autour de la table, réalisant qu'elle était piégée. Environ 1 an. 1 an? Je me suis adossé à ma chaise, essayant d'encaisser le coup. Alors, l'histoire avec Victor, c'était juste une excuse, c'est ça? Ce n'était pas comme ça. Alors, c'était quoi? Parce que vu d'ici, on dirait que tu as passé 1 an à préparer ton divorce, à fouiller dans mes finances et à attendre le bon moment pour me niquer lors du partage des biens. Je t'aimais, David. Je t'aime toujours. Mais on voulait des choses différentes. On voulait des choses différentes, ou tu as décidé que tu voulais des choses plus chères? Un des avocats de Patricia s'est penché en avant. Monsieur Kingsley, nous sommes prêts à partager nos informations avec vous si vous nous aidez dans notre enquête sur la faillite. Aider comment? En témoignant de la connaissance qu'avait votre ex-femme des finances de Monsieur Cavanaugh. En nous montrant tous les documents sur les discussions que vous avez eues avec elle concernant la dissimulation d'actifs ou les opérations bancaires à l'étranger. J'ai regardé Mara, qui tremblait maintenant. Tu l'as aidé à cacher de l'argent à ses ex-femmes? Je lui ai donné quelques conseils. Quel genre de conseils? Juste, tu sais, des trucs généraux sur la protection des actifs en cas de divorce. Basés sur les recherches que tu as faites pour notre divorce? David, je t'en prie. Je me suis levé et me suis éloigné de la table. J'avais besoin de réfléchir. Nat m'a suivi dehors. Ça va, m'a-t-il demandé. Ça va. Juste, besoin de digérer. Tu vas faire quoi? Je ne sais pas encore. Nous sommes restés sur le trottoir pendant quelques minutes, à regarder les voitures passer. Finalement, Nat a dit, tu sais, il y a un truc d'assez poétique là-dedans. Comment ça? Mara a aidé Victor à cacher de l'argent à ses ex-femmes. Maintenant, ses ex-femmes veulent l'utiliser pour récupérer cet argent. Elle est prise au piège du même genre d'arnaque qu'elle a contribué à créer, et elles veulent que tu les aides. Est-ce que tu veux les aider? J'ai réfléchi. Mara m'avait bousillé la vie d'une manière que je commençais seulement à comprendre. Ce n'était pas juste une tromperie. Elle avait prévu de me quitter depuis plus d'1 an, cherchant le moyen de tirer le maximum d'argent du divorce, traitant notre mariage comme un contrat commercial. Mais est-ce que je voulais la détruire complètement? Non, ai-je fini par dire. Je ne veux pas les aider. Pourquoi pas? Parce que je ne suis pas comme elle. Je ne vais pas passer ma vie à fomenter une vengeance et à manigancer pour de l'argent. J'ai eu ma part du gâteau. Il est temps de passer à autre chose. Nous sommes retournés au restaurant. Le groupe était toujours assis autour de la table, attendant ma réponse. Ça ne m'intéresse pas, ai-je dit à l'avocat de Patricia. Monsieur Kingsley, nous sommes prêts à vous offrir une belle somme, a-t-il rétorqué. Ça ne m'intéresse pas, j'ai regardé Mara une dernière fois. Bonne chance, Mara. J'espère que ce que vous préparez fonctionnera mieux que votre dernière arnaque. Puis je suis parti, les laissant mijoter dans leur combine. Nat m'a rattrapé sur le parking. T'es sûr de toi? J'en suis sûr. Mara a fait ses choix. Maintenant, elle doit vivre avec. Mais je ne vais pas participer à leur jeu. Et si elle te cherche des noises? Et si elle essaie de contester encore le contrat prénuptial? Quel essai? Allen dit qu'il est béton. Et si Victor essaie de t'entraîner dans ces histoires de faillite? Je m'en occuperai si ça arrive.
Mais je ne vais pas passer ma vie à regarder par-dessus mon épaule, à attendre la prochaine attaque. Nous sommes montés dans nos voitures et sommes partis, laissant Victor, Mara et Patricia à leur magouille. J'avais mieux à faire, comme trouver ce qui m'attendait. 6 mois plus tard, j'étais dans mon bureau, en train d'examiner les rapports trimestriels, quand Jennifer a frappé. « Quelqu'un veut vous voir », a-t-elle dit. « C'est personnel, apparemment. »« C'est qui ?» Patricia Hendricks. J'ai soupiré et reposé les rapports. « Faites-la entrer. » Patricia est entrée, on aurait dit qu'elle avait pris 5 ans et 6 mois d'un coup. Ses vêtements de luxe ne pouvaient pas masquer le stress autour de ses yeux, ni la façon dont ses mains tremblaient quand elle s'est assise. « Merci de me recevoir », a-t-elle dit. « Que puis-je faire pour vous, Patricia ? » Je voulais m'excuser. Et vous remercier. De quoi ? De ne pas nous avoir aidés à traquer l'argent caché de Victor. Au final, c'est la meilleure chose que vous pouviez faire. Je me suis adossé à mon fauteuil, curieux. Comment ça ? Parce que notre enquête nous a entraînés dans un tunnel sans fin où nous n'aurions jamais dû aller. Victor ne cachait pas seulement de l'argent à ses ex-femmes. Il avait monté une pyramide de Ponzi, utilisant l'argent des nouveaux investisseurs pour rembourser les anciens, et empochant des millions au passage. Putain, ça empire. Mara ne se contentait pas de lui donner des conseils sur la façon de dissimuler des actifs. Elle l'aidait à trouver de nouveaux investisseurs, utilisant ses contacts dans le monde de la mode pour attirer des clients riches qui lui faisaient confiance. J'ai senti cette sensation glaciale dans mon estomac. Combien de personnes ? 47 investisseurs. Des pertes totales d'environ 80 millions de dollars. Et Mara ? Elle a été inculpée pour 12 chefs d'accusation de fraude sur les valeurs mobilières. Le FBI a perquisitionné son appartement la semaine dernière. J'ai regardé par la fenêtre, essayant d'encaisser le coup. La femme avec qui j'avais été marié pendant 12 ans, la femme que j'avais aimée, soutenue et à qui j'avais fait confiance, avait monté des arnaques financières avec son amant. Il y a autre chose, a poursuivi Patricia. L'enquête a révélé que Mara avait détourné de l'argent de vos comptes joints pendant plus de 2 ans, de petites sommes versées sur des comptes offshore que Victor avait ouverts pour elle. Combien ? Environ 200 000 dollars. Le FBI veut vous parler de ça. Quand ? Cet après-midi, si vous êtes libre. J'ai appelé Alan Morrison, qui est arrivé à mon bureau 30 minutes avant l'arrivée prévue du FBI. Nous avons passé le temps à examiner mes relevés financiers, à la recherche du moindre signe des virements mentionnés par Patricia. Tiens, a dit Alan, en montrant de petits retraits de notre compte courant joint. 500 par-ci, 1000 par-là. Jamais assez pour déclencher une alarme. Je ne les ai jamais remarqués. Pourquoi l'aurais-tu fait ? Tu faisais confiance à ta femme. Tu ne t'attendais pas à ce qu'elle te vole. Les agents du FBI étaient professionnels et polis. Ils ont dit que je n'étais pas un suspect, mais qu'ils avaient besoin de documenter l'argent volé pour leur affaire contre Mara et Victor. Madame Kingsley prétend qu'elle a été forcée de participer au complot. Elle dit que Monsieur Cavanaugh a menacé de vous parler de leur liaison si elle ne jouait pas le jeu, a dit l'agente Sarah Martinez. C'est intéressant, ai-je dit, étant donné que j'ai découvert leur liaison quand elle a dit oui à sa proposition devant 200 personnes. J'ai ajouté, elle dit aussi que vous étiez au courant de cette histoire d'investissement et que vous ne l'avez pas signalée parce que vous en tiriez profit. Allen s'est penché en avant. C'est absurde. Mon client a rompu tout lien avec Monsieur Cavanaugh le soir où il a découvert leur liaison. Il ne leur a plus parlé depuis. Nous le savons. Nous avons vérifié tous les contrats, les documents de résiliation et les pénalités de retard. Un travail vraiment minutieux, au passage. L'agente Martinez m'a tendu un dossier épais. Ce sont des copies de mails et de SMS entre votre ex-femme et Monsieur Cavanaugh. Vous pourriez les trouver intéressants. J'ai ouvert le dossier et commencé à lire. Les premiers étaient les habituelles niaiseries d'amoureux. Des « je t'aime », des promesses d'une vie meilleure, des plaintes sur leurs maris et femmes respectifs. Mais plus je lisais, plus le ton changeait. C'était devenu plus professionnel, parlant de plans et de détails. Nous devons agir plus vite, a écrit Mara. David commence à se méfier des retraits. Victor répondit, ne t'en fais pas. Dès qu'on aura assez d'argent, on pourra disparaître. Nouvelles identités, nouvelle vie. Quelque part où il n'y a pas d'extradition. Et tes autres femmes ? Elles ne vont pas essayer de retrouver l'argent ? Quels essais ?
Le temps qu'elle comprenne, on sera loin. Je levai les yeux vers l'agent Martinez. Il comptait disparaître avec environ 20 millions de dollars d'argent d'investisseurs? Exactement. On les a arrêtés à O'Hare. Ils avaient des billets pour les îles Caïmans et de nouveaux passeports avec de faux noms. Nouvelles identités, boulot de pro. S'ils n'avaient pas été trop gourmands et n'avaient pas essayé de convaincre un investisseur de plus, qui se trouvait être un agent du FBI en civil, ils auraient pu s'en sortir. Je continuai ma lecture. Il y avait des discussions détaillées sur les investisseurs à cibler, les sommes à demander et la manière de structurer les investissements pour ne pas se faire prendre. Regarde celui-là, dit Allen en pointant un message de Mara. Elle décrit ton modèle économique, elle dit qu'il pourrait le copier pour eux. Elle allait me voler mes clients. Plus que ça, elle allait utiliser ta réputation et tes contacts pour donner une apparence de légitimité à leur combine. L'agent Martinez acquiesça. On a trouvé des preuves qu'il prévoyait de démarcher tes clients avec de faux investissements, en utilisant ton nom et ta société comme référence. Je fermai le dossier, l'estomac noué. Ça durait depuis combien de temps? D'après ce qu'on a, au moins 18 mois, peut-être plus. Donc, pendant tout le temps où elle a été mariée à moi, elle prévoyait de me voler et de se barrer avec son mec. On dirait bien, oui. Après le départ des agents du FBI, Allen et moi restâmes assis dans mon bureau, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. J'arrive pas à croire que j'ai été marié à une criminelle, dis-je. Tu n'étais pas marié à une criminelle. Tu étais marié à quelqu'un qui est devenu une criminelle. C'est différent. Vraiment? Comment j'ai pu ne rien voir? Comment j'ai pu être aussi aveugle? Parce que tu l'aimais. Parce que tu lui faisais confiance. Parce que tu es quelqu'un de bien qui pense que les autres sont bien aussi. Je me sens tellement con. Ne sois pas. Tu as tout fait correctement. Tu avais un contrat de mariage pour te protéger. Tu as tout documenté. Tu es parti dès que tu as découvert l'histoire de la liaison. Si tu n'avais pas été aussi prudent, tu aurais pu être accusé d'être complice. Mon téléphone vibra avec un SMS de Nat. Mais la 7. Je pris la télécommande et zappai sur les infos locales. Il y avait Mara, menottée, qu'on emmenait au tribunal fédéral. Elle ne ressemblait en rien à la femme belle et sûre d'elle qui avait dit oui à Victor 6 mois plus tôt. Ses cheveux étaient en bataille, ses vêtements froissés, et elle avait l'air d'avoir pleuré. Accusée de multiples chefs d'accusation de fraude boursière en relation avec ce que les procureurs qualifient de système de Ponzi sophistiqué qui a escroqué près de 80 millions de dollars à des investisseurs, disait la journaliste. Kingsley et son co-accusé, Victor Cavanaugh, risquent jusqu'à 20 ans de prison fédérale s'ils sont reconnus coupables. La caméra montra Victor, également menotté, l'air pâle et abattu. Les deux accusés devraient plaider non coupables lors de leur mise en accusation demain matin, poursuivit la journaliste. Dans un développement connexe, les procureurs fédéraux ont annoncé qu'ils demanderaient la restitution des fonds aux victimes, ce qui pourrait inclure la saisie de tous les avoirs appartenant aux accusés. J'éteignis la télé et regardai Allen. Alors, c'est vraiment fini? C'est vraiment fini. Mara et Victor vont en prison. L'argent volé sera restitué aux victimes, et tu es libre de passer à autre chose. Et l'argent qu'elle a volé sur nos comptes joints. Le FBI récupérera ce qu'il pourra. Tu ne récupéreras peut-être pas tout, mais tu en auras la plus grande partie. Je marchai jusqu'à ma fenêtre et regardai la skyline de Chicago. Quelque part là-bas, la femme que j'avais aimée était assise dans une cellule de détention fédérale, attendant d'être inculpée de crimes qui l'enverraient probablement en prison pour les 10 prochaines années. J'aurais dû me sentir bien. J'aurais dû avoir l'impression d'avoir eu raison. J'aurais dû avoir l'impression que justice avait été rendue. Au lieu de ça, j'étais juste triste. Tu sais ce qui est le pire, dis-je. Si elle m'avait juste demandé le divorce? Je lui aurais donné tout ce qu'elle voulait. La maison, la moitié de l'entreprise, assez d'argent pour recommencer où elle voulait. Je l'aimais assez pour la laisser partir, mais ça ne lui suffisait pas. Elle voulait tout. Elle voulait tout. Elle voulait me démolir, me ruiner, et se barrer avec son mec. Elle voulait m'effacer de la surface de la terre. Et elle a fini par se détruire elle-même. J'hochai la tête, toujours en regardant par la fenêtre. Ouais, elle s'est détruite elle-même. Mon téléphone vibra. C'était Nat. T'as vu les infos, demanda-t-il. J'ai vu. Comment tu te sens? Vide. Soulagé.
Triste. Je sais pas. Ça te dit d'aller boire un verre? Qu'on en parle? En fait, j'ai juste envie de rentrer à la maison, de commander une pizza et de regarder un truc débile sur Netflix. Ça me va. Ça te dérange si je passe? Volontiers. 1 heure plus tard, Nat et moi étions dans mon salon, en train de nous goinfrer de pizza devant un film d'action débile. C'était simple, naturel, comme la première soirée vraiment relax que j'avais eue depuis une éternité. Et maintenant, on fait quoi? Demanda Nat pendant une pub. Maintenant, je me demande ce que je veux faire de ma vie. T'as des idées? Quelques-unes. Je pensais développer l'entreprise, peut-être ouvrir un bureau à New York. Où je pourrais tout vendre et tenter un truc complètement différent. Genre quoi? Je sais pas, voyager, peut-être. Voir le monde. Découvrir qui je suis quand je ne suis pas le mari de quelqu'un. Ça sonne bien. Tu mérites d'être heureux après toute cette merde. J'ai regardé autour de moi, chez moi, plus chez nous, et j'ai réalisé qu'il avait raison. Pour la première fois depuis plus d'1 an, j'avais l'impression de pouvoir enfin respirer. Mara avait voulu me détruire, mais elle m'avait en fait libéré. Elle s'était taillée en pièces hors de ma vie, si complètement et si spectaculairement, qu'il n'y avait pas de retour en arrière, pas de regret, pas de laissis. Elle allait en prison, Victor allait en prison, et moi, j'allais vivre ma vie. Ouais, dis-je en levant ma bière en signe de toast. Je crois que je mérite d'être heureux. Au nouveau départ, dit Nat en faisant teinter sa bouteille contre la mienne. Au nouveau départ. Dehors, il commençait à pleuvoir, mais à l'intérieur, c'était chaleureux, lumineux et plein de possibilités. Pour la première fois depuis des mois, j'étais vraiment heureux. Et ça, ai-je compris, c'était la meilleure des revanches. Some loud music. The headbutt. Your nemesis awaits you. He has waited a long time. That sounds like you've met him. He once sought my visions for his advantage, but I will not share my gift with such a man as him. With you, I will. How much will that cost? The price will be high, but your payment will not be to me. Now you will go to the river. There is a pungent nightshade that reveals itself only in the moonlight. The smolder of its embers enables the seeker to pierce the veil. All out, are we? Bring me several stalks of this plant. Maybe I will. But in the meantime, you should shut off the music. It draws attention. Nothing enters that I do not wish. Now, I must prepare my mind. There's a zombie outside! We do this at night, do we? They got night herbs, though. You know, Almost missed. this wizard guy's funny. Like, aww. I'm coming. Help! That went well. Your karma really did happen. Wow. Yeah, that was aggressive. Have I got a deal for you, friend? Oh my god. What? Wrong. Accident. What? No! Fuck. I might be able to get you. Oh. It's okay. I'm not too worried about it.